introduction. Se concentrer sur l'essentiel dans la vie et laisser le reste de côté. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel. Comment se concentrer sur les choses qui comptent vraiment dans nos vies et laisser tomber tout le reste. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi on se sent parfois débordé, comme si on essayait de tout faire à la fois, sans jamais vraiment avancer ? Eh bien, c'est parce qu'on passe notre temps à jongler entre trop de choix et d'opportunités. Résultat, on s'épuise et on s'éparpille. Mais alors, comment faire pour s'en sortir ? Et si la solution, c'était de décider ce qui compte vraiment et d'ignorer le reste ? Dans ce snap, on va vous montrer comment déterminer ce qui est vraiment important pour vous. Et, surtout, comment arrêter de se soucier des choses qui ne le sont pas. Alors, prêt à découvrir les clés d'une vie plus simple et plus sereine ? Est-ce qu'on peut vraiment apprendre à faire ça ? Tu es prêt à nous l'expliquer ? Absolument prêt. Je vais vous expliquer comment faire des choix plus conscients et prioriser ce qui compte vraiment. On commence tout de suite. Alors c'est parti. Chapitre 1. Toute vie est une lutte, alors autant choisir celle qui en vaut la peine. On démarre ce premier chapitre avec une grande question. Qu'est-ce qui vous motive vraiment dans la vie ? Parce que, quoi que vous choisissiez, la vie sera toujours une lutte. Mais la vraie clé, c'est de choisir une lutte qui en vaille la peine. Alors, pourquoi est-ce si important de trouver ce qui nous pousse vraiment à avancer ? C'est une excellente question, et pas si simple à répondre. Beaucoup d'entre nous diront qu'ils veulent être heureux, avoir une famille aimante, ou profiter de la vie. Mais soyons honnêtes, ce sont des ambitions vagues, et elles manquent souvent de profondeur pour vraiment nous motiver à traverser les moments difficiles. Si vous voulez accomplir quelque chose de significatif, il faudra travailler dur, être persévérant et accepter les obstacles en chemin. Prenons un exemple concret. Vous rêvez de devenir PDG d'une grande entreprise. Ça a l'air glamour, non ? Pouvoir, responsabilité, reconnaissance. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que les PDG travaillent souvent plus de 60 heures par semaine, prennent des décisions lourdes de conséquences et doivent être prêts à faire face à l'échec. Alors, si ce rêve ne vous passionne pas vraiment, vous aurez du mal à surmonter les défis qu'il impose. Donc, si je comprends bien, il ne s'agit pas seulement de choisir une destination, mais aussi d'être prêt à accepter les luttes qui accompagnent le chemin. Exactement. Prenez un auteur passionné par l'écriture. Il adore raconter des histoires, mais au début, il doit jongler avec le rejet, les critiques et les longues heures de travail. Pourtant, parce qu'il aime vraiment ça, il s'accroche. Et un jour, après beaucoup d'efforts, il récolte les fruits, des milliers d'abonnés à son blog et finalement une carrière qui l'épanouit. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque objectif significatif a son lot de défis. Mais si vous choisissez une lutte qui correspond à ce que vous aimez vraiment, cette lutte peut devenir un moteur. Alors, concentrez-vous sur les quelque chose qui comptent pour vous et lâchez prise sur le reste. Chapitre 2. La souffrance peut mener à de grandes choses, mais sans les bonnes valeurs, le bonheur restera inaccessible. Alors, dans ce chapitre, nous allons explorer une idée fascinante. Pourquoi la souffrance, même lorsqu'elle mène à des réussites, peut nous laisser insatisfaits si nous n'avons pas les bonnes valeurs. C'est un sujet complexe, mais aussi plein d'enseignements. Alors, dites-moi, qu'en pensez-vous ? Effectivement, la souffrance a souvent été le moteur de grandes réussites. Regardez par exemple les histoires d'artistes qu'on imagine toujours comme des génies incompris, sacrifiant tout jusqu'à ce que leur talent soit enfin reconnu. Ce stéréotype est peut-être plus proche de la réalité qu'on ne le pense. Mais attention, cela ne garantit pas le bonheur. Et c'est là que commence notre réflexion. Ah, vous avez un exemple précis pour illustrer ça ? Bien sûr, prenons Dave Mustaine, le guitariste. En 1982, il a été viré de son groupe juste avant qu'il ne devienne célèbre. En colère, blessé dans son orgueil, il s'est juré de leur prouver à quel point ils avaient tort. Pendant 2 ans, il a travaillé d'arrache-pied, perfectionnant ses compétences et formant un groupe encore plus ambitieux, Megadeth. Ce groupe a connu un succès énorme et a vendu plus de 25 millions d'albums. Mais malgré tout ce succès, Mustaine ne se sentait toujours pas heureux. Pourquoi ? Parce qu'il mesurait ses accomplissements en les comparant constamment à son ancien groupe, Metallica, l'un des groupes de musique les plus iconiques au monde. En résumé, Mustaine se voyait comme un échec malgré ses triomphes, ce qui montre bien que si l'on se base sur des critères toxiques, comme se comparer aux autres, on finit par ne jamais être satisfait. Waouh, c'est impressionnant mais tellement triste. Il n'y avait pas une autre manière de mesurer son succès ? Exactement. Et ça nous amène à Pete Best, un autre exemple marquant.
Lui aussi a été exclu d'un groupe prometteur, les Beatles, juste avant qu'ils ne deviennent un phénomène mondial. Sur le moment, ça l'a plongé dans une dépression, évidemment. Mais, contrairement à Mustaine, Best a changé de perspective. Il a compris que ce qu'il voulait vraiment, c'était une vie heureuse et une famille aimante. Il a donc redéfini ses priorités. Et finalement, il est retourné à la musique, mais cette fois pour le plaisir, sans chercher à tout prix la reconnaissance. Ah, donc la clé, ce serait de savoir ce qui est vraiment important pour nous? Exactement. Ces deux histoires nous montrent que le succès, même immense, ne garantit pas le bonheur si nos valeurs ne sont pas alignées avec ce que nous cherchons réellement dans la vie. Dave Mustaine s'est enfermé dans une spirale de comparaison, tandis que Pete Best a fait le choix d'une vie simple et épanouissante. Alors, la vraie question à se poser est: quelles sont nos valeurs et nous permettent-elles de vivre heureux? Chapitre 3. Beaucoup de gens se concentrent sur de mauvaises valeurs, mais trouver les bonnes est essentiel. On a tous des valeurs qui guident nos vies, mais est-ce qu'on choisit toujours les bonnes? Dans ce chapitre, on va explorer comment certaines valeurs peuvent nous détourner du bonheur et surtout, comment identifier celles qui en valent vraiment la peine. Alors, raconte-nous pourquoi c'est si important. C'est fondamental, parce que nos valeurs déterminent notre vision du monde et de nous-mêmes. Si elles sont mal orientées, elles peuvent nous mener à des désillusions. Par exemple, poursuivre le plaisir à tout prix. C'est une erreur courante. Beaucoup de gens mettent le plaisir au centre de leur vie, en se disant que ça les rendra heureux. Mais des études montrent que cette quête excessive peut avoir l'effet inverse. Elle peut mener à l'anxiété, à la dépression, et même à des comportements destructeurs comme l'abus de drogue ou la dépendance. Et ce n'est qu'un exemple. Une autre mauvaise valeur courante, c'est mesurer son succès par ses biens matériels, une plus grande maison, une voiture plus luxueuse. Donc, tout ce qui repose sur une comparaison avec les autres ou sur des gains superficiels peut nous nuire. Mais pourquoi est-ce si tentant? Parce que ces valeurs sont faciles à poursuivre et qu'elles sont souvent encouragées par notre société. Mais elles ne répondent pas à nos besoins profonds. Des recherches montrent que lorsque nos besoins de base, comme la sécurité ou la santé, sont satisfaits, avoir plus n'apporte pas vraiment plus de bonheur. En fait, aller trop loin dans la poursuite du succès ou du plaisir peut sacrifier des choses essentielles comme nos relations, notre intégrité ou notre sens de la famille. Alors, que doit-on faire? Identifier des valeurs qui comptent vraiment, celles qui sont stables et significatives. Mais comment savoir si une valeur est bonne ou mauvaise? Une bonne valeur doit être basée sur quelque chose que vous pouvez contrôler directement et qui a un impact immédiat sur votre vie. Prenons l'honnêteté par exemple. C'est une valeur puissante parce qu'elle est entièrement sous votre contrôle. Vous choisissez d'être honnête ou non et elle crée un impact immédiat. D'autres bonnes valeurs incluent la générosité, la curiosité ou l'humilité. Elles sont basées sur des faits réels et elles offrent un retour direct, sincère et constructif. En les cultivant, vous construisez une vie plus épanouissante et alignée avec ce qui compte vraiment. Donc, au final, il s'agit de se poser les bonnes questions sur ce qu'on valorise. Chapitre 4. Parfois, on se sent comme des victimes, mais le vrai changement commence quand on prend pleinement responsabilité de sa vie. Être victime ou acteur de sa propre vie, voilà une différence cruciale. Dans ce chapitre, on explore comment un changement de mentalité peut transformer nos épreuves en opportunités. Alors, raconte-nous, comment passer de spectateur à véritable acteur de sa vie? Eh bien, tout commence par une prise de responsabilité. Prenons un exemple simple, les marathons. Des milliers de personnes y participent chaque année, souvent pour de bonnes causes. Mais imagine que tu sois obligé de courir ce marathon. Peu importe ta performance, ce sentiment d'obligation te gâcherait probablement l'expérience. C'est un peu ce qui se passe dans la vie. Beaucoup d'entre nous affrontent des épreuves, un échec professionnel, une rupture ou même des pertes, en se sentant victime de circonstances. Mais tant qu'on reste dans cet état d'esprit, le changement est impossible. Alors, comment dépasser ce sentiment de victime et reprendre le contrôle? Un bon exemple est l'histoire de William James. Issu d'une famille riche en Amérique, il a pourtant vécu une jeunesse marquée par la maladie et des douleurs chroniques. Son rêve? Devenir peintre. Mais il n'a jamais réussi à s'imposer dans ce domaine. Après plusieurs échecs, il s'est tourné vers la médecine, qu'il a aussi abandonnée. Il était malheureux, perdu et blâmait son sort. Donc, à ce stade, il était en plein dans cet état de victime. Qu'est-ce qui a tout changé pour lui? Un déclic. Un jour, il découvre les écrits du philosophe Charles Peirce, qui affirme que chacun doit prendre pleinement responsabilité de sa vie. Pour William, c'était une révélation.
Il a compris que ses malheurs ne venaient pas de sa maladie ou des critiques de son père, mais de son incapacité à contrôler ce qui lui arrivait. Il a réalisé qu'il pouvait choisir ses pensées, ses actions et sa manière de réagir aux épreuves. Avec cette prise de conscience, il a transformé sa vie. Il s'est reconstruit et est devenu une figure majeure de la psychologie américaine. C'est fascinant. Donc, si on veut changer, il faut commencer par regarder honnêtement nos propres responsabilités. Absolument. Imagine une dispute avec ton partenaire. Il est facile de rejeter la faute sur l'autre, mais as-tu vraiment réfléchi à ton propre rôle ? Peut-être que tu n'as pas exprimé tes besoins clairement, ou que tu as négligé certains aspects de la relation. Prendre responsabilité, c'est accepter ses erreurs, apprendre d'elles et avancer. C'est la clé pour une vie plus épanouie et heureuse. Chapitre 5. On fuit souvent quand notre identité est menacée, mais le bouddhisme peut nous aider. L'identité, c'est un sujet complexe, pas vrai ? On y tient tellement qu'on peut parfois se bloquer par peur de la perdre. Dans ce chapitre, on va découvrir pourquoi cette peur peut être un frein et comment le bouddhisme propose une nouvelle perspective. Alors éclaire-nous, pourquoi sommes-nous si attachés à notre identité ? Parce que notre identité est ce qui donne un sens à qui on pense être. Imagine, tu es un cadre supérieur dans une grande entreprise. Tu adores ce poste, la reconnaissance, la voiture, les avantages et le respect de tes collègues. Tout cela nourrit ton identité. Mais un jour, une opportunité se présente pour évoluer encore plus haut, avec des risques significatifs. Si tu échoues, tu risques de tout perdre. Le poste, les avantages et ce qui est encore plus précieux, ton identité. Alors, que fais-tu ? La plupart des gens choisissent de ne pas prendre ce risque. Cette peur de perdre ce qu'on a construit est ce qu'un auteur appelle la loi de l'évitement. En gros, on fuit tout ce qui menace notre sentiment de nous-mêmes, même si ça nous limite. Mais ça veut dire qu'on passe à côté de nombreuses opportunités par peur de l'échec ? Exactement. Prenons les artistes amateurs par exemple. Beaucoup hésitent à montrer leurs œuvres ou leurs écrits, de peur que cela soit rejeté. Ils se disent « si ça ne plaît pas, alors je ne suis pas un bon artiste ». Cette peur les paralyse et ils n'essayent même pas. Heureusement, il existe une manière de se libérer de cette peur, le bouddhisme. Selon cette philosophie, l'identité est une illusion. Ce que nous croyons être, riche, pauvre, heureux ou un échec, ce ne sont que des étiquettes mentales. Et le bouddhisme nous enseigne qu'il faut lâcher prise sur ces constructions. Lâcher prise sur son identité ? Ça paraît difficile. Mais comment cela peut-il nous aider ? L'idée est que si tu te détaches de ces étiquettes, tu es libre d'explorer de nouvelles opportunités sans peur. Par exemple, peut-être t'es-tu toujours vu comme une personne obsédée par ta carrière, au point de négliger tes passions ou ta famille. Si tu te libères de cette image, tu peux rééquilibrer ta vie et découvrir ce qui te rend vraiment heureux. Et en réalité, c'est incroyablement libérateur. Tu peux enfin choisir des actions qui résonnent avec ce que tu veux être, au lieu de te laisser piéger par une identité rigide et limitante. C'est fascinant. Donc, se détacher de son identité, c'est comme se donner une seconde chance d'explorer la vie. Chapitre 6. Accepter ses erreurs et ses insécurités est essentiel pour voir un changement positif. Ah, accepter qu'on puisse se tromper. Ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas ? Mais c'est pourtant une étape cruciale pour grandir. Dans ce chapitre, on explore pourquoi reconnaître nos erreurs et nos insécurités peut être un véritable déclic. Alors, pourquoi est-ce si important ? Parce que sans cette prise de conscience, on reste bloqué dans nos convictions, même quand elles sont fausses. Imagine cette histoire. L'un des amis de l'auteur a vu son frère se montrer hyper critique envers sa sœur simplement à cause de son fiancé. Ce fiancé était pourtant vu comme gentil et respectueux par tout le monde, sauf par le frère. Ce dernier était convaincu que ce mariage allait nuire à sa sœur. Il a passé son temps à critiquer le choix de sa sœur, incapable de voir qu'il pouvait en réalité être dans l'erreur. Et tu sais ce qui est encore plus frappant. Même ceux qui le connaissaient bien, y compris sa sœur, n'ont pas réussi à lui faire entendre raison. Waouh, c'est un exemple puissant. Mais qu'est-ce qui rend les gens si aveugles à leurs propres erreurs ? C'est souvent à cause de nos croyances limitantes. Ces croyances servent de filtre et nous empêchent de voir la vérité. Dans le cas du frère, il y avait sans doute des insécurités cachées. Peut-être qu'il était jaloux de ne plus recevoir toute l'attention de sa sœur ou qu'il projetait ses propres peurs sur cette relation. C'est plus facile pour lui de critiquer que d'affronter ses propres sentiments. Et ce phénomène, on le retrouve chez beaucoup de gens, que ce soit dans leurs relations, leurs décisions ou leur vie professionnelle. Donc, pour avancer, il faut oser remettre en question nos propres croyances et motivations. Exactement.
Cela signifie se poser des questions inconfortables sur soi-même. Pourquoi ai-je réagi de cette manière? Est-ce que mes actions étaient justes? Et surtout, est-ce que mes émotions cachent autre chose, comme une peur ou une insécurité? En prenant le temps d'examiner cela, tu peux mieux comprendre tes actions et éviter de te laisser guider par des sentiments non résolus. Par exemple, au lieu de critiquer quelqu'un ou une situation, tu peux choisir de répondre avec ouverture et empathie. Cela demande une vraie dose de courage, mais ça semble valoir le coup. Absolument. En acceptant tes insécurités et en changeant ton regard sur tes erreurs, tu te libères d'un poids énorme. Chapitre 7. L'amour romantique peut être destructeur, à moins d'apprendre à le contrôler. L'amour romantique. Il est souvent idéalisé comme la plus belle chose au monde, mais peut-on aussi dire qu'il a un côté destructeur? Dans ce chapitre, on explore comment les passions amoureuses, Mofa, peuvent nous entraîner dans des chemins dangereux si on ne sait pas les gérer. Alors, dis-nous, pourquoi l'amour peut-il être aussi complexe? Eh bien, prenons l'exemple classique de Roméo et Juliette. Une des histoires d'amour les plus célèbres, mais regarde comment ça se termine. Exil, tragédie et finalement double suicide. Ce n'est pas exactement un conte de fées, pas vrai? En fait, les relations passionnées, comme celle-ci, ont un impact presque chimique sur notre cerveau. Des études montrent que ces amours intenses stimulent les mêmes zones cérébrales que des substances comme la cocaïne. Au début, tout semble parfait, un vrai high émotionnel. Mais ensuite vient la descente, et avec elle, une quête désespérée pour retrouver ce sentiment initial. Cela peut rapidement se transformer en un cycle destructeur de douleur et de dépendance. C'est fascinant. Mais est-ce que cela signifie que l'amour romantique est forcément dangereux? Pas nécessairement. L'amour romantique peut être une force positive si on sait le gérer. Mais pour cela, il faut comprendre ce qui le rend malsain. Par exemple, dans les siècles passés, les mariages étaient souvent basés sur des compétences ou des objectifs communs, plutôt que sur une passion dévorante. Aujourd'hui, c'est différent. On attend de l'amour, qu'il soit tout. Passion, soutien, épanouissement personnel. Et cette attente peut mener à la désillusion. Pourquoi? Parce que personne ne peut résoudre les problèmes d'un autre. Si deux personnes utilisent leur relation comme un moyen d'éviter leurs problèmes personnels, cette dynamique est vouée à l'échec. Donc, le danger vient lorsque l'amour devient une manière de fuir ou de compenser nos insécurités. Exactement. L'amour sain repose sur un équilibre. Chaque partenaire doit soutenir l'autre, sans essayer de prendre le contrôle. Par exemple, si une personne s'attend à ce que son partenaire règle tous ses problèmes ou comble tous ses besoins, la relation devient un fardeau et non une source de bonheur. Au lieu d'être une distraction, l'amour devrait être un espace de croissance où chacun peut évoluer tout en respectant les limites et les besoins de l'autre. Donc, au final, c'est en équilibrant passion et réflexion qu'on peut éviter les pièges d'un amour destructeur. Voie 2. Absolument. L'amour romantique peut être une belle chose, mais il doit être basé sur des fondations solides. Le respect mutuel, la communication et une indépendance émotionnelle saine. Conclusion. Les humains craignent la mort et cherchent à vivre au-delà d'elle. Et nous voici à la fin de notre exploration. On va parler de l'un des plus grands moteurs et freins de l'humanité, la peur de la mort. Alors, dis-nous, comment cette peur influence-t-elle nos vies? C'est une peur fondamentale. On évite souvent d'y penser, mais la vérité, c'est que chacun de nous devra y faire face un jour. Cette réalité inconfortable a une énorme influence sur notre manière de vivre. Pour mieux comprendre cela, tournons-nous vers le travail d'Ernest Becker. Becker était un anthropologue qui a écrit un livre marquant intitulé « The Denial of Death », la négation de la mort. Dans ce livre, il soulève deux grandes idées. La première est que, contrairement aux animaux, les humains sont conscients de leur mortalité. On peut imaginer ce que serait la vie si nous avions fait d'autres choix, comme choisir un métier différent ou suivre une autre voie. Mais cette capacité d'imagination a un côté sombre. Nous pouvons aussi nous projeter dans un monde où nous ne sommes plus là, ce qui alimente cette peur de disparaître. Et cela nous pousse à chercher une forme d'immortalité? C'est bien ça? Exactement. C'est la deuxième idée de Becker. Pour fuir cette peur, nous essayons de créer un moi qui survivra après notre mort. Certains cherchent à laisser un héritage, à exceller dans les affaires, la religion ou même la politique. Cette quête d'immortalité peut sembler noble, mais elle a souvent des conséquences négatives, guerre, destruction ou souffrance personnelle. Chasser l'immortalité peut nous rendre esclaves de la recherche de reconnaissance, de pouvoir ou de richesse. Et cela nous éloigne de ce qui importe vraiment. Alors, quelle est la solution?
comment peut-on vivre pleinement malgré cette peur ? La solution est simple, mais puissante. Se concentrer sur le moment présent. Au lieu de courir après des projets grandioses ou de chercher à tout prix à laisser une trace, il faut rediriger son énergie vers ce qui procure de la joie et un sens immédiat. Cela peut être une relation authentique, un projet qui nous passionne, ou même les petites joies du quotidien. Finalement, il s'agit de donner un sens à chaque instant. Comme on l'a vu tout au long de ce snap, le bonheur ne réside pas dans une quête infinie, mais dans notre capacité à trouver de la satisfaction ici et maintenant. Une belle conclusion pour ce voyage à travers nos valeurs et nos choix. Merci pour cette exploration enrichissante. Merci à toi. Et à tous ceux qui nous écoutent, souvenez-vous, vivre pleinement, c'est embrasser le présent tout en lâchant prise sur les illusions du contrôle. Conclusion finale, l'essentiel à retenir. Alors, quelle est la grande leçon de ce snap ? C'est simple, on essaye d'en faire trop, et cela nous mène à du stress et de l'insatisfaction. Chacun de nous doit apprendre à ne plus s'attarder sur ce qui n'en vaut pas la peine. Il faut choisir ce qui compte vraiment pour nous, et adopter une approche plus équilibrée face au travail, à l'amour et à la vie en général. Un conseil pratique, oublie le FOMO, cette fameuse peur de manquer quelque chose, et apprends à dire non. Si tu veux te concentrer sur ce qui a vraiment de l'importance pour toi, tu dois savoir dire non à tout le reste. Le FOMO nous maintient dans un état constant de stress, mais la vérité, c'est qu'on rate toujours quelque chose, peu importe ce qu'on fait. Tu ne peux pas tout avoir, une carrière parfaite, une vie de famille épanouie et des heures illimitées pour surfer sur une plage ensoleillée. Mais ce n'est pas grave, ce qui compte, c'est de faire les bons choix. Ça veut dire qu'on doit accepter de rater certaines choses pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, n'est-ce pas ? Exactement. Le vrai secret, c'est de rater ce qui ne compte pas. Alors, sois impitoyable avec ce qui ne t'apporte rien de positif. Un excellent exemple est celui de Mohamed El Erian, un PDG multimillionnaire qui a quitté son poste lucratif pour passer plus de temps avec sa fille. Nous avons vu à travers ce snap que la clé d'une vie plus épanouie réside dans les choix que nous faisons. Concentre-toi sur ce qui t'apporte de la joie et du sens et laisse de côté tout le reste. À bientôt pour un nouveau snap.